On va commencer maintenant. Il est 18h00, 18h02 minutes heure de Winnipeg et puis on peut commencer. Donc, merci à tous d'être ici ce soir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir et puis de partager cette présentation-là avec vous. Je vais juste donner quelques petites informations pour qu'on sache un peu de quoi on va parler aujourd'hui. On parle d'intégration dans le milieu du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va juste parler de à l'employabilité, de comment est-ce qu'on peut mieux s'intégrer dans le milieu du travail au Canada. Donc, l'atelier, ce n'est pas pour parler de l'immigration au Manitoba. On a un autre atelier qui va être donné le jeudi à 13h de Winnipeg. Et puis, celui-là va parler de l'immigration. Mais cet atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de l'intégration dans le milieu du travail. Mon nom, c'est Salimata Soro. Je suis directrice des ressources humaines des services d'employabilité et d'immigration. Vous avez mon email en bas, soro@commercialcdem.com. L'atelier aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est sous forme de webinaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pourra pas forcément tous se voir. Vous pourrez vous poser vos questions seulement à la fin de la présentation. Donc, quand je vais finir, vous pouvez écrire vos questions. J'ai mes deux collègues ici qui vont faire le tri des questions. On va essayer de répondre aux questions dans la mesure du possible. On ne veut pas que ça devienne, on ne pourra pas forcément faire du cas par cas, donc résoudre des problèmes personnels. Et puis, ça va être vraiment, on va parler en général. Donc, si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez m'envoyer un message et puis on pourra en discuter. Donc, les objectifs de la séance, comme vous allez voir, c'est un atelier qui est donné généralement en 3 heures de temps. On va faire tout pour le faire en 2 heures, donc on va l'écourter. Je vais essayer de donner le maximum d'informations en très peu de temps et puis on va garder une partie du temps pour répondre aux questions que vous aurez. Donc, l'objectif, c'est de préparer une présentation qui souligne ce que vous avez à offrir à un employeur potentiel, à mieux comprendre l'importance des compétences générales pour réussir sur le marché du travail canadien, et puis apprendre les comportements et les attitudes adaptées dans la culture professionnelle canadienne. Ce qu'on a constaté, c'est que pour les immigrants, c'est un défi de trouver un emploi, mais après avoir trouvé un emploi, la question qui se pose maintenant, c'est comment garder l'emploi ou comment avancer dans l'emploi. Donc, on a les compétences requises pour l'emploi, on a l'emploi, mais on n'avance pas. Tu vois, par exemple, des personnes qui arrivent ici avec des maîtrises, des doctorats, ils ont un emploi comme assistant administrative. C'est juste quelque chose. On prend généralement comme immigrant, je l'ai fait aussi, on prend un emploi juste pour commencer. Mais après, on reste dans l'emploi, on n'avance pas. Alors qu'on a les compétences, tout le monde sait qu'on n'a pas une maîtresse pour devenir assistant administratif. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Simplement parce qu'il nous manque certaines choses. Ce qui nous manque, ce n'est pas forcément les compétences là, mais c'est l'attitude qu'on a. C'est comment est-ce qu'on s'intègre dans le milieu du travail. C'est vraiment ça qui nous manque. J'espère qu'à la fin de cet atelier, vous allez apprendre un peu aujourd'hui et puis essayer de mieux vous intégrer dans vos différents emplois. Le discours ascenseur, généralement, on se présente, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est nombreux, on ne pourra pas se présenter. Le discours ascenseur, c'est un discours, par exemple, qui se fait tout le temps au Canada, dans le milieu du travail. Les gens ont l'habitude, on prend juste le temps de parler. Vous allez remarquer que si vous avez déjà commencé à travailler ici au Canada, les gens au Canada, ils parlent toujours du temps. Ou bien ils vont toujours dire, oh, il fait beau, il fait chaud. C'est vraiment le temps, c'est le sujet dont on parle toujours. Donc, ça permet de faire la communication avec les gens. Quand on arrive dans un emploi, on veut pouvoir s'intégrer. Il faut apprendre à communiquer avec les autres personnes, mais à communiquer de leur façon. Donc, le discours ascenseur, généralement, c'est un discours qui est très court, où on parle de l'essentiel, mais de façon vraiment furtive. On n'a pas le temps d'aller en profondeur. Donc, vous allez voir qu'ici, ils ont toujours des pauses café. Donc, c'est pendant ces pauses café qu'on fait ce genre de discours-là. La première question ici, c'est quels sont les défis que peuvent rencontrer un nouvel arrivant à la recherche d'un emploi? Et puis, quels défis pourrait rencontrer l'employeur? Vous devez savoir que l'intégration se fait des deux bords. Hein. Il y a les employeurs d'un côté et les chercheurs d'emploi d'un côté. Donc, cet atelier-là est divisé en deux. Il y a une partie qui est pour les chercheurs d'emploi, donc c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Et il y a l'autre atelier qui est pour les employeurs. Donc, autant que vous rencontrez des défis, eux aussi rencontrent des défis à vous intégrer dans le milieu du travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à deux. Donc, les défis de l'employeur,
on parle de barrières linguistiques. Souvent, vous allez constater que vous êtes dans un emploi, spécialement pour les francophones. On vient ici et puis on a un très bon niveau en français. On vient d'un pays francophone. On arrive au Manitoba, c'est plus anglophone. Donc, j'ai déjà rencontré des personnes qui me disent, oh, personne ne me parle vraiment au travail. Je suis mis à l'écart. Souvent, c'est un problème de langue parce qu'ils parlent majoritairement l'anglais et que vous parlez le français, ils communiquent moins avec vous. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de vous là, ça ne veut pas dire que c'est du racisme, c'est simplement parce qu'il y a cette barrière-là. Et c'est à vous, en tant qu'employé, de briser la barrière, d'aller vers l'employeur, d'aller vers les autres personnes et puis essayer de parler, faire la causette avec eux de façon à pouvoir vous intégrer. Il y a le style de communication. Dépendamment du pays où on vit, le style de communication est très différent. Au Canada, vous allez remarquer que les gens ne sont pas assez, comment je dis, très explicites. Ils ne vont pas forcément dire du coup qu'est-ce qu'ils pensent. Ils vont tourner un peu autour du pot là. Contrairement à certaines cultures où on va droit au but. Tu as quelque chose à faire. Moi, je viens d'une culture où c'est le langage direct. Quand il y a quelque chose qui se passe avec ton employeur ou ton collègue, tu vas directement demander. Mais au Canada, vous allez constater que les gens vont tellement tourner autour du pot. Donc, dépendamment d'où on vient, on peut ne pas vraiment bien comprendre ce que l'employeur nous demande ou ce que les collègues nous demandent. Il y a les différences culturelles, vous le savez. Tout cela, si on est immigrant, le Canada, c'est une terre d'immigrants, une terre d'immigration. Vous allez voir qu'il y a différentes cultures ici. Donc, ça fait qu'on n'a pas forcément toujours la même façon de voir les choses. Et puis souvent, ça tourne très vite. La ligne est très mince entre les différences de culture et le racisme. Donc, souvent, les gens ne vont pas peut-être s'approcher de vous, pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou bien parce qu'ils sont racistes. C'est simplement la différence de culture. On n'approche pas les personnes de la même façon, dépendamment d'où on vient. La tolérance de ces différences au sein des équipes. Donc, ce qu'on demande souvent aux chercheurs d'emploi, quand vous venez d'arriver au Canada ou dans une nouvelle culture, c'est d'essayer de vous adapter au mieux à la culture. C'est comme on dit, c'est du donnant et du donner et du recevoir. Vous donnez quelque chose et puis en retour, vous avez quelque chose. On ne s'attend pas à ce que l'employeur soit celui qui fait tout. Parce que l'employeur peut faire tout si de votre côté, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de changement, on n'aura pas le résultat escompté. Donc, c'est vraiment des deux côtés qu'il faut faire ça. Et puis ensuite, les règles tacites. Vous allez voir, par exemple, dans une entreprise, quand on va vous donner votre contrat de travail, ils vont vous parler des conditions de travail. Il y a des choses qui sont écrites dans les conditions de travail. Mais au-delà de cela, il y a d'autres règles dont on ne parle pas. Donc, il faut surtout chercher à comprendre c'est quoi ces règles tacites-là. Et ces règles tacites, simplement parce qu'elles ne sont pas là, elles ne sont pas divulguées, il faut aller les chercher. Il faut aller vers les personnes qui sont ici depuis longtemps, qui comprennent, pour comprendre un peu c'est quoi la culture. Il faut toujours chercher c'est quoi la culture de l'entreprise dans laquelle vous êtes embauché pour essayer de mieux vous adapter. Les transferts de compétences spécialisées versus, je veux dire compétences spécialisées et les compétences générales. C'est deux choses différentes. Ici au Canada, on a les compétences spécialisées et les compétences générales. C'est deux choses différentes. Comparé à certaines cultures où c'est plus hiérarchique, vous allez voir que c'est différent de la façon de percevoir. Mais un peu plus loin, je vais vous expliquer ça. Donc, on a parlé de notion de hiérarchie, la motivation, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est quelque chose qui est vraiment prisé au Canada. On parle à chaque fois du travail d'équipe. Il faut apprendre à travailler en équipe. Travailler en équipe, ça veut dire qu'il faut pouvoir demander de l'aide quand on en a besoin. Dépendamment de la culture dont on vient, vous allez voir qu'on veut faire le maximum soi-même. On ne veut pas demander de l'aide parce que demander de l'aide, ça signifie qu'on ne connaît pas son travail. C'est différent au Canada. Il faut toujours aller demander de l'aide quand on en a besoin. Donc, les compétences générales, c'est quoi? C'est le travail d'équipe, la résolution de problèmes, communication, la prise d'initiative et puis le service à la clientèle. Et puis, les compétences spécialisées, c'est ça, compétences informatiques. Donc, c'est quoi? La différence entre ces deux compétences, c'est que les compétences générales, c'est des compétences on ne les a pas toujours, mais on peut les avoir dans le travail. Les compétences spécialisées, c'est plus vraiment qu'est-ce que vous savez faire, c'est quoi votre talent, c'est quoi votre spécialisation, qu'est-ce que vous avez étudié. Et c'est vraiment différent des compétences générales qu'on acquiert en travaillant, comme le service à la clientèle. Dans tous les emplois au Canada, ils vont vous demander, vous allez avoir à faire du service à la clientèle. Ça veut dire comment parler aux collègues, comment parler aux clients. C'est très important.
Et puis, je parlais tantôt du Canada et puis des cultures hiérarchiques. Vous allez voir au Canada, c'est 50%, 50%. Il faut avoir les compétences générales, mais il faut aussi avoir votre éducation. Il y a des cultures, par exemple, si je suis informaticien, il faut que je sois très bon en informatique. Le reste, c'est vraiment 10%, ça ne compte pas vraiment. Mais au Canada, vous allez voir qu'en plus de votre compétence, on veut savoir quelles sont les autres compétences que vous avez qui n'ont les autres compétences générales. Comme je parlais tantôt de la communication, du travail d'équipe, ça, c'est des choses très importantes. Donc, ici, vous allez voir que souvent, on va embaucher une personne, pas forcément pour son éducation, pour ses diplômes, mais pour les autres choses qu'elle peut apporter à l'entreprise qui n'ont rien à voir avec forcément son talent. Parce qu'ils disent qu'on peut toujours vous apprendre le talent, on peut vous apprendre les compétences, mais ces aptitudes-là, on ne peut pas les apprendre. Il faut qu'elles soient en vous. Donc, on va parler ensuite des compétences pour réussir de façon professionnelle. On a la communication. C'est vraiment la chose la plus importante. Quand je parle de communication, il faut le voir dans tout l'aspect de communiquer. Communiquer, ce n'est pas seulement donner une information, mais c'est donner la bonne information et puis s'assurer que l'information est comprise de votre interlocuteur. Je vous explique un peu. Souvent, quand on vient d'un pays francophone, on a étudié en français, on a fait toute sa vie en français. On est vraiment, c'est comme on excelle dans le français. Et puis, on arrive au Canada, au Manitoba, dans une zone qui est plus anglophone. De nature, on a toujours tendance à mettre à l'avant ce qu'on maîtrise le mieux. Donc, on arrive dans un milieu et puis on veut parler français très bien. Comme je m'explique, si une personne vient travailler dans un milieu francophone, alors que la langue qu'elle maîtrise le mieux, c'est le français, elle va essayer de vraiment montrer à tout le monde que je maîtrise le français, ce qui est une très bonne chose. Mais ce qu'il faut faire attention dans le milieu de travail, il faut éviter de devenir pédant. Donc, on a des gens souvent, parce qu'ils parlent très bien français, ils vont passer le temps à tellement mettre toute leur force vers leur capacité à parler français et ils oublient de s'intégrer. Il faut savoir que quand on arrive dans un milieu comme le Manitoba où l'anglais est prédominant, les gens ne parlent pas forcément très bien français comme une personne qui a grandi dans un pays francophone. Et ça peut être frustrant de toujours être la personne, par exemple, qui cherche à contredire, à corriger tout ce que les autres disent en français. Et ça ne vous donne pas forcément une bonne presse auprès de vos collègues et plus de vos superviseurs. Donc, c'est un petit truc avec lequel il faut faire attention. Donc, je parlais de la langue locale. La présentation, comment on se présente? Il faut, quand vous allez dans une entreprise, il faut voir c'est quoi la culture de l'entreprise, comment les gens se présentent dans l'entreprise. Et c'est important d'essayer de suivre ce tempo-là, d'essayer de s'habiller, de se présenter comme les autres personnes. Si on arrive dans un endroit où, par exemple, c'est le costume qui est de mise, chaque jour, il faut apprendre à faire ça aussi et puis s'habiller comme ça. Ça vous permet de mieux vous intégrer. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de porter nos tenues traditionnelles ou les choses qu'on aime, mais on veut s'intégrer. Il n'y a personne qui arrive à s'intégrer quand c'est seulement sa culture qu'il met à l'avant. On a des journées où on peut mettre notre culture à l'avant, mais il reste toujours difficile de pouvoir s'intégrer dans un milieu de travail sans vraiment adopter la culture qui vous reçoit. Je parlais tantôt de la causette. Les gens parlent beaucoup au Canada. Ils aiment toujours parler entre eux, toutes les causeries. Il faut faire partie de ces causettes-là quand on est dans un milieu du travail. Vous allez voir, par exemple, il y a des pauses café, les gens se mettent ensemble dans la cuisine. Il faut aller vers les personnes, il faut s'intégrer, il faut discuter avec les autres. C'est seulement comme ça qu'on apprend à avoir une place. Ce n'est pas juste faire son travail, on peut faire son travail, mais tant qu'on n'essaye pas de s'approprier l'environnement de travail, on n'arrive pas à s'intégrer. La prise d'initiative. C'est très important de pouvoir montrer à la personne qui vous embauche que vous avez quelque chose à apporter à l'entreprise. Il faut prendre des initiatives. Il faut aller vers son superviseur, son manager, je ne sais pas, et puis proposer vos idées. Comme la prise d'initiative est très appréciée au Canada parce qu'on veut donner la chance à tout le monde de s'exprimer. La chose avec ça, c'est qu'il faut essayer, on veut garder toujours rester plus ou moins dans notre créneau de travail. On ne demande pas, c'est pas parce qu'on prend des initiatives qu'on veut aller faire le travail des autres à leur place. Non, il faut faire attention avec ça. On prend des initiatives, on les expose à son manager. Ça permet à l'employeur de savoir que cette personne peut apporter un plus à mon entreprise. Parce que si l'employeur voit que vous faites juste la même chose, il n'y a rien de nouveau, ben, il ne vous fait pas avancer, vous restez toujours au même poste. Alors que l'objectif pour nous, c'est de vraiment avancer dans l'emploi qu'on fait.
Donc, la résolution de problèmes. Quand, dépendamment de votre position, quand vous avez des problèmes avec un emploi, un collègue ou un manager, la meilleure façon de résoudre, c'est de parler directement à l'employé. On a déjà travaillé avec des personnes pour qui on a trouvé des emplois. Et puis, quand ils avaient un problème avec un collègue, la première chose qu'ils font, ils vont directement voir le manager. Ça, ce n'est pas une bonne façon de régler les problèmes. On veut parler avec son collègue, on veut parler avec la personne avec qui on a le problème. Ça montre notre capacité à vraiment pouvoir gérer les problèmes et puis surtout à pouvoir les résoudre. Et ça, c'est des qualités qui comptent dans notre CV. C'est des choses qui vont permettre de montrer au superviseur que telle personne est capable de vraiment assumer son rôle et puis de résoudre une situation difficile. L'acceptation des rétroactions, la critique. La critique au Canada, elle est différente comparée à d'autres pays. Je veux dire, elle est différente comparée à mon pays. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et puis, chez moi, si tu travailles dans une entreprise que l'employeur a un problème, il vient te le dire, voilà ce qui se passe, il faut, voilà mes attentes, je veux que tu changes ça. Faites attention, au Canada, ils font la critique de façon, je veux dire, voilée. Vous allez voir un employeur il va venir vous voir et il vous dit, ben, si par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un qui ne fait pas bien son travail, l'employeur ne va pas venir dire, oh, tu ne fais pas bien ton travail, il faut changer ça. Il va commencer d'abord par toutes les bonnes choses que tu fais dans l'emploi. Ben, tu fais vraiment bien ton travail, je suis content de ci, de ça. Et ensuite, il vous parle un peu de ce qu'il faut changer. Et à la fin encore, il va finir avec toutes les bonnes choses. Donc, dépendamment d'où on vient et dépendamment de la culture qu'on a, ça pourrait biaiser notre entendement de la situation, notre compréhension de la situation. Parce qu'on ne sait plus si on nous demande de changer parce qu'on a tendance à se focaliser que sur les bonnes choses. Et puis, l'esprit humain est fait comme ça. On essaie toujours de garder le positif. Donc, on vous dit tellement de choses positives que c'est celle-là que vous prenez et vous oubliez ce qu'il faut par contre changer. Et vous voyez que le problème perdu, il ne change pas. Donc, il faut faire attention. Quand on vous fait des critiques dans le milieu du travail, c'est de voir vraiment c'est quoi les attentes. Les choses qu'on dit à améliorer, c'est vraiment ces choses-là sur lesquelles il faut travailler. Et puis, l'adaptabilité, c'est comme je dis, quand vous êtes dans un endroit ou dans un emploi, par exemple, quand on dit qu'il y a des rencontres comment on appelle ça, d'équipe qui n'ont rien à voir avec le travail, il faut vous présenter à ces rencontres-là. Il faut venir, il faut jaser avec le monde. C'est un peu que tout ça, ça va aider à votre intégration. Généralement, les rencontres d'équipe, ce n'est pas des rencontres obligatoires. Vous allez voir du monde qui dit, ben, comme ce n'est pas obligatoire, je n'y vais pas. Mais si tu n'y vas pas, tu n'apprends pas à connaître les autres et puis personne apprend à te connaître. Et puis, tu vas toujours rester dans ton même poste, tu n'avances pas parce qu'il n'y a personne qui sait vraiment de quoi est-ce que tu es capable. Et puis, les usages professionnels, donc c'est vraiment la façon dont on parle. On veut toujours rester professionnel dans le milieu du travail, même quand on pense que les gens me disent que le Canada, c'est un pays où tout le monde peut faire ce qu'il veut. J'entends souvent ça, où tout le monde est OK avec ce que ton employeur, tu peux dire ce que tu veux à ton employeur. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Ça, c'est des choses qu'on dit au monde, mais qui n'est pas vraiment la réalité. Il faut faire attention, il faut s'assurer de rester professionnel en tout temps dans le milieu du travail. C'est très important. L'aptitude à communiquer. Quelle différence avez-vous remarqué entre votre style de communication, entre le style de communication des Canadiens et le vôtre? Donc, c'est comme je vous le disais là, les Canadiens sont directs ou indirects. Ils sont indirects. La communication au Canada, c'est toujours indirect. Et puis, dépendamment de d'autres cultures, beaucoup de cultures des pays africains, la communication est directe. Donc, souvent, comme je dis, le message peut se perdre dans le style de communication. Comme vous voyez, communication directe et directe. Comme je dis, communication directe, on va droit au but. Et puis, communication indirecte, comme vous allez voir sur le tableau, ils vont tourner pour venir au point qu'il faut. Et puis, ça peut mélanger le monde dans la compréhension. Donc, la question, par exemple, on dit, pouvons-nous respecter cette échéance? Elle est posée à une équipe dont les livraisons sont perturbées par le mauvais temps. Vous allez voir, la personne va dire, par exemple, la personne va dire, ce n'est pas possible, personne ne l'a jamais fait dans notre industrie. Ça, c'est la réponse directe. L'autre personne va dire, je n'en suis pas sûre, pour autant que je sache, cela n'a pas encore été fait, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est la réponse moins directe. Et puis là, l'autre réponse, c'est de nombreux facteurs rentrent en ligne de compte dans cette question. Ça, c'est la réponse encore moins directe. Et les Canadiens se situent entre le B et le C. Rarement, un Canadien va te dire non, on ne peut pas le faire. Il va dire, ben, je ne suis pas très sûr, peut-être qu'on peut le faire, peut-être si. Donc, il y a toujours des tournures. Donc, mais c'est pour revenir à la même chose, tu te dis qu'on ne peut pas le faire.
Donc, vous voyez ces trois messages, le message en arrière, c'est non, on ne peut pas le faire. C'est pas possible. Mais quand une personne commence à dire, je n'en suis pas très sûre, tu vas te dire, ben, ça veut dire qu'il y a la possibilité. Mais pour autant que je sache, il y a tellement de tournures et il faut faire attention. Quand on est dans le milieu de travail, il faut essayer de faire la différence entre ces deux façons de parler là, le langage direct et le langage indirect. Et il faut retenir que le langage canadien est généralement indirect. C'est sûr qu'il y a des exceptions pour confirmer la règle, mais c'est généralement indirect. Les impacts culturels sur la communication. Le ton de la voix, c'est important, la voix qu'on utilise. On dit, si votre collègue parle tout doucement lors d'une réunion du personnel, la posture, si une gestionnaire vous écoute les bras croisés. Je vais vous donner un exemple. C'est au Canada que j'ai appris qu'avoir les bras croisés, ça veut dire qu'on n'est pas intéressé à la communication. Ça veut dire qu'on n'est pas engagé dans ce qui se passe. Dans ma culture, quand tu écoutes quelqu'un, tu croises les bras. Je me rappelle que moi, quand j'étais encore enfant dans ma culture, quand j'allais à l'école, on croisait les bras pour écouter madame ou monsieur qui parle. C'est une façon de dire que tu as toute mon attention, je suis tout à toi, je t'écoute. Mais dans la culture canadienne, si vous êtes à une rencontre, que vous croisez les bras, on pense que vous n'êtes pas intéressé. Moi, je me suis déjà fait dire par une de mes superviseurs, hey, est-ce que ça va? Parce que j'avais les bras croisés, mais c'est juste que j'étais tellement attentive à ce qu'on était en train de me dire. Donc, il faut faire attention avec ça. Et puis, le ton de la voix. Il y a des gens qui vont parler doucement, il y en a qui vont parler plus fort, mais les gens vont, par exemple, si vous êtes à une rencontre du personnel, même si vous allez à un entretien d'embauche, on dit toujours aux gens d'essayer de mettre son ton au même ton, plus ou moins, que celui qui fait l'entretien. Parce qu'ils vont vous dire, si tu parles trop bas, c'est comme si tu n'es pas très sûr de ce que tu dis, tu es en train d'inventer les choses que tu dis. Mais ce n'est pas toujours vrai. Donc, il faut faire attention à ces petites choses-là. Le contact visuel. C'est la plus grosse chose au Canada. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est convaincu que si tu ne regardes pas une personne dans les yeux, c'est que tu mens. C'est comme ça qu'on on l'enseigne aux gens pendant l'entretien d'embauche. On leur dit, si vous allez à un entretien d'embauche, il faut regarder les personnes dans les yeux. Dans ma culture, on ne regarde pas les personnes dans les yeux, surtout pas les personnes en position de pouvoir ou les personnes plus âgées. Donc, vous voyez qu'au Canada, mais il faut regarder le monde droit dans les yeux. C'est la seule façon de dire que tu es en train de dire la vérité. Donc, c'est des petites choses auxquelles vous allez voir peut-être que vous parlez à une personne qui passe le temps à vous fixer dans les yeux. Ce n'est pas pour de la défiance ou quoi, mais c'est juste vous dire qu'elle écoute ce que vous dites, elle est intéressée à ce que vous dites. Donc, ça, c'est des petites choses que vous n'allez pas avoir dans des conditions de travail ou bien vous n'allez pas voir sur un tableau dans votre bureau, mais c'est des choses qui existent auxquelles souvent il faut faire attention. Communiquer avec un superviseur canadien. On travaille avec un superviseur, pas pour un superviseur. Donc, le travail au Canada, c'est moins hiérarchique que dans plusieurs pays. Au Canada, ton superviseur est considéré comme ton collègue. C'est ton collègue, vous travaillez ensemble. Ce n'est pas que tu travailles pour la personne, vous travaillez ensemble. La petite chose qu'il faut faire attention ici, c'est pas parce qu'on travaille avec quelqu'un qu'on n'a plus de respect pour la personne et qu'on fait les choses comme ça. On essaie, chacun fait son travail et garde les bonnes manières de la meilleure des façons possibles. On continue de se respecter. Travailler ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de respect. On continue de se respecter tout en travaillant ensemble. Quand on dit qu'on travaille avec un superviseur, ça veut dire qu'on doit apporter ses idées, on doit prendre des initiatives, on doit donner son opinion. On ne peut pas juste s'asseoir à une rencontre où on n'a pas d'opinion. Ça ne donne pas une bonne impression de l'employé. Il faut toujours donner son opinion. Il faut comprendre que l'employeur ou les personnes avec qui vous travaillez ne vont pas forcément accepter votre opinion, mais au moins vous avez le droit de la donner et puis elle va être prise en compte, même si à la fin, ce n'est pas ce que vous voulez qui va être fait. On s'appelle par nos noms, pas par nos titres. Je ne veux pas appeler mon directeur général, monsieur le directeur au Canada. Mon directeur général s'appelle Louis Alain, je l'appelle Louis. Ça m'a pris des années pour être capable de le tutoyer parce qu'au Canada, tout le monde se tutoie. Le Canada francophone, ils se disent tuto. Au Manitoba surtout. Au Québec, c'est une autre histoire. Les gens se voient là, mais ici, ils se tutoient. Donc, ça va faire bizarre que tu parles à ton patron, que tu lui dises vous. Tout le monde se tutoie. Donc, c'est parce qu'ils pensent que le tutoiement, ça brise les barrières. Ça fait que les gens sont plus proches. Ça, c'est la conception du milieu de travail canadien. Comprendre ce qui est important pour votre superviseur, j'en ai déjà parlé. Quand on vous fait des critiques, là, les choses qu'ils te disent à améliorer, mais ils vont toujours dire non, mais ce n'est pas grave, mais c'est important. Il faut chercher à améliorer ces choses-là. Les ordres sont formulés comme des requêtes
Et vous allez voir le monde qui va dire, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais faire ça? S'il te plaît, même si c'est ton superviseur, il va toujours te dire, s'il te plaît, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire qu'il vous donne forcément le choix, là, vous devez le faire, mais c'est une façon polie de demander ça. Donc, faut pas se laisser leurrer par les s'il vous plaît, s'il te plaît, est-ce que, surtout par le conditionnel, les gens, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire ça? C'est pas que je suis en train de dire que tu as le choix de ne pas le faire, mais on le demande de façon polie. Et ça, c'est important dans la communication parce que si une personne commence à vous envoyer un email, est-ce que tu pourrais faire ça? Moi, en français, je comprends que, OK, si je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Mais de l'autre côté, le superviseur attend que tu le fasses. Donc, il faut faire attention avec ces petites nuances-là. On parle la même langue que tout le monde au travail, que ce soit le français ou l'anglais. Si par exemple, comme je l'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire et puis on parle au moins 200 langues là-bas. J'ai déjà travaillé avec d'autres personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire. Et puis, même si on parle la même langue de la Côte d'Ivoire, on ne va pas venir le parler ici au travail. Parce qu'on est dans un milieu de travail où on veut échanger avec tout le monde, où on veut se sentir associé à tout le monde. Donc, on va parler la langue de travail. Et ici, c'est soit le français ou l'anglais. Donc, si vous travaillez, par exemple, au CEDEM, vous n'allez pas commencer à venir parler d'autres langues que le français ou l'anglais, même si vous avez une personne qui parle la même langue que vous. C'est juste que ce que ça fait, c'est que ça vous met à l'écart. Ça vous fait comme si c'est une personne vraiment qui n'arrive pas à s'intégrer et qui veut garder juste des choses pour elle-même. Alors que l'objectif ici, c'est de pouvoir s'intégrer. Ben ça, c'est des expressions qu'on utilise au Canada. C'est comme l'atelier était fait en anglais et puis quand tu l'expliques en anglais, c'est un peu plus facile à comprendre. Et puis aussi, c'est des expressions qui sont typiquement manitobaines ou canadiennes. Donc, vous allez entendre ces expressions-là, mais qui ont leur équivalent en français. Donc, je vais vous donner juste quelques expressions. Ben, ça, c'est la vidéo que je ne suis pas sûre qu'on peut la lire simplement parce que ça ne nous donne pas l'occasion de la lire. Mais la vidéo, ça parle un peu des choses que les gens disent dans le monde du travail, des expressions propres au Canada, des expressions, par exemple, qu'on n'entend pas si on vient de la France ou si on vient du Congo ou de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut essayer de s'adapter, essayer de voir quelles sont les expressions qui sont les plus utilisées ici au Canada et puis essayer d'utiliser ces expressions-là. On ne demande pas aux gens de se dénaturer, mais on demande d'apprendre des autres et puis d'accepter qu'on est dans une nouvelle culture et qu'on doit s'intégrer. Parce que ce qui arrive souvent avec l'intégration, c'est que les gens arrivent au Canada et puis se disent, mais il faut que le Canada m'accepte. Et puis c'est normal, le Canada veut que les immigrants viennent, mais il faut que chacun joue sa partition, il faut que chacun fasse sa part. On veut s'intégrer, on veut se faire accepter, on donne et on reçoit. Donc, essayez un peu de faire comme ce que les autres font dans le milieu du travail, en tout cas. Comme je dis souvent, moi, je dis à mes enfants, ben, si on est hors de la maison, c'est le Canada, mais quand on rentre chez moi, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on rentre dans la maison, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des choses que je vais faire chez moi parce que c'est la Côte d'Ivoire là-bas, mais en dehors, il y a d'autres choses que je vais faire parce qu'on doit s'adapter. Donc, c'est un peu ça. S'intégrer. Servez-vous de votre aptitude à communiquer pour sympathiser avec vos collègues de travail. C'est vraiment important de sympathiser dans le milieu du travail. On veut avoir des amis au travail. Des amis au travail, ça ne veut pas dire que c'est des gens avec qui on va aller manger tous les jours. Ça ne veut pas dire que je connais les personnes, mais c'est des personnes à qui on peut parler, des personnes avec qui on peut échanger. On essaie de créer son réseau dans le milieu du travail. Parce que je vous dis, le réseau, c'est vraiment l'une des choses capitales dans le travail au Canada. Si vous n'avez pas de réseau, vous n'avancez pas. Le réseau, c'est les connaissances qu'on se fait. C'est les personnes qui nous connaissent. Parce que c'est ces personnes-là qui sont nos références après. Quand vous allez dans un milieu de travail, vous faites votre réseau et c'est ce réseau-là qui devient votre référence plus tard pour les autres emplois. Cela vous aide à, comme je dis, ça vous aide toujours à pouvoir mieux vous intégrer. Utilisez l'humour pour faire preuve d'une attitude positive. Les Canadiens aiment beaucoup l'humour, ils font toujours des choses drôles, des choses pour faire rire. Tout ça, ça permet de s'intégrer. On ne veut pas forcément travailler avec une personne qui a l'air toujours fâchée ou une personne qui a l'air jamais intéressée aux affaires des autres personnes. Est-ce que je vais aller... Donc, les sujets de Cosette sur le lieu de travail canadien, de quoi les gens parlent? Ils parlent de la météo, peut-être parce qu'on a un hiver tellement long ici que les Canadiens, à chaque fois qu'ils vont te rencontrer partout, vont te dire, oh, il fait beau ou il fait froid, il y a toujours quelque chose sur la météo. Donc, si vous ne savez pas de quoi parler, c'est des choses où la circulation, on n'arrive pas à conduire, il y a des embouteillages.
les nouvelles, le sport, la télévision. Vous allez voir qu'ils vont parler beaucoup du hockey. Ici, au Canada c'est le sport qu'ils font le plus, donc ils vont parler. Donc, on essaie d'apprendre ces choses-là, on essaie de s'informer sur ces choses-là pour pouvoir échanger avec les Canadiens. Les règles tacites. Au sein d'un organisme, il existe des règles et des façons de faire qui sont tacites. Les règles peuvent être présupposées ou difficiles à identifier. J'en ai déjà parlé. Par exemple, on peut présumer que les gestionnaires portent un costume ou sont en tenue d'affaires décontractée. Comme je l'expliquais tantôt, que les règles tacites, c'est des choses qu'on ne nous dit pas, mais qu'il faut aller chercher. Et ces choses-là, on les apprend avec la culture d'entreprise. On apprend ces choses avec les personnes qui sont déjà dans l'entreprise. La prise d'initiative, on a dit qu'au Canada, c'est toujours approprié de faire preuve d'initiative au travail. Dépendamment des cultures, il y a des cultures où tu fais juste ce qu'on te demande de faire, pas plus que ça. Mais au Canada, l'employeur s'attend à ce que vous fassiez plus que ce qu'on vous demande, à ce que vous envoyez de nouvelles idées, à ce que vous dites aux gens, à ce que vous montrez à vos collègues qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'équipe. Donc là, je pense que je parlais de la méthode de superviseur, comment est-ce qu'ils donnent les commentaires, les critiques au Canada. Je parlais de la méthode Sandwich. Donc, ils vous disent de belles choses, ensuite, ils vont critiquer, et puis, enfin, ils disent encore d'autres belles choses. Donc, c'est un peu comme un sandwich. On met le pain d'abord, on met d'autres choses, et puis après, on met le pain pour fermer. Donc, vous ne voyez que les belles choses qui ont été dites, mais il faut faire attention. Là où c'est écrit en rouge, c'est ça qu'il faut regarder, c'est ça qu'il faut chercher à améliorer dans le fond. Donc ça, je vais vous donner un peu, c'est un exemple là, c'est la méthode du sandwich, comme je dis. Par exemple, l'employeur qui veut faire des critiques à Suzanne. Suzanne, je vois que tu t'adaptes bien à ton nouveau rôle dans notre établissement de prématernelle. Il faudra peut-être que tu respectes l'emploi du temps, je m'excuse, je commence à ne plus voir mon écran. Voilà. Il faudrait peut-être que tu respectes l'emploi du temps du jeu à l'extérieur pour que les autres salles sachent quand elles peuvent sortir. Comme ça, on n'aura pas de problème pour les activités quotidiennes. Je crois que ton superviseur t'en a parlé, d'accord? À part ça, on dirait que tu t'en sors très bien. Merci, Suzanne. Voilà comment est-ce qu'une critique est présentée au Canada. Ce que ça veut dire, si tu ne fais pas attention, tu retiens peut-être, je vois que tu t'adaptes très bien et puis je vois que tu t'en sors très bien. Ça, c'est bien, c'est des choses positives, ça vous aide. Mais la réalité, c'est que c'est ce qui est écrit en bleu qui est vraiment capital. C'est sur ça que l'employeur essaie de faire passer le message. C'est ce message, il faut que tu respectes l'emploi du temps. Ça veut dire que dans ce message, tu ne respectes pas l'emploi du temps. Donc, c'est ces petites choses-là auxquelles il faut faire attention. Ça vous aide à mieux à comprendre la critique qu'on vous fait. Et puis, comment est-ce qu'on reçoit la critique? Écoutez sans faire de commentaires et regardez la personne. Je sais que ça paraît difficile, dépendamment de la culture où on vient, mais au Canada, il faut apprendre à regarder les gens en face. Moi aussi, j'ai appris à le faire. Après 11 ans, j'ai encore du mal à regarder toujours les gens en face, mais il faut apprendre à regarder les gens en face quand on fait les commentaires. Écoutez les commentaires, écoutez sans faire de commentaires. Souvent, on vous fait des critiques. Il faut retenir que la critique, c'est pas comment vous vous voyez, c'est comment la personne vous perçoit, c'est ce que la personne pense. Et puis ça n'engage que la personne, c'est pas vous. Donc, il faut écouter ce que la personne dit, pas forcément en essayant de répondre ou de se justifier. La critique, c'est pas le moment de venir à dire non, c'est pas ça, c'est juste comprendre ce qu'on dit et puis essayer de mieux comment on appelle ça, mieux l'intégrer et puis essayer de voir quels sont les changements à faire. Maintenant, à la fin, vous pouvez poser vos questions pour des clarifications. Si un employeur dit, ben, j'ai l'impression que tu ne fais pas bien ton travail, c'est rare qu'un employeur vous dise ça au Canada. Il va chercher d'autres façons de le dire. Mais vous l'écoutez, vous prenez note si vous voulez. Et puis après, il faut poser des questions sur les choses que vous n'avez pas comprises. Et puis ensuite, il ne faut pas commencer à rejeter la faute sur les autres personnes. Non, c'est parce que tel l'a pas fait. On accepte la critique telle qu'on nous la donne. On a des clarifications. Et puis maintenant, on propose des solutions. Donc, vous prenez, comme ils disent, c'est comme un cadeau qu'on vous fait. Moi, je dis toujours que la critique, ça vous donne une chance de vous améliorer et de devenir meilleur. C'est comme ça qu'il faut concevoir la critique dans le milieu du travail. Et puis, faites preuve de gratitude. Comme si on fait les critiques, ben, merci pour tes critiques, je les ai compris. Et puis, ben, je vais changer ce qu'il y a à changer. Et puis, c'est plus simple comme ça que de chercher à accuser d'autres personnes ou de chercher toujours à justifier. Parce qu'une fois de plus, c'est comment la personne perçoit la chose. Ce n'est pas forcément ce que vous percevez, mais c'est ce que l'autre personne perçoit. Et le plus important, quand la personne qui fait la critique, c'est ce qu'elle perçoit qui est vraiment le plus important.
Notez les commentaires, prenez des mesures pour modifier votre comportement. Faites attention à ce que vous faites et aux réactions des autres. Et puis, ceci, ça met fin à notre présentation. Et si vous avez des questions, je pense que je suis prête maintenant pour les questions. Merci tout le monde de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu faire le tour de toute la présentation et puis toucher au moins des points qui pourraient vous intéresser et puis surtout qui pourraient vous servir dans votre milieu de travail. Où est-ce que je vais dans Open pour voir les questions? OK, je vois, c'est ça ici. Hein? OK, d'accord. OK. Ben là, je vois la première question. Bonsoir, est-il facile pour les infirmiers et sages-femmes d'intégrer le marché de l'emploi? Quelles sont les contraintes pour cette profession aussi délicate au Canada? Ben, comme je l'ai dit au début, cet atelier, ce n'est pas vraiment sur l'immigration, mais je peux quand même répondre à la question. Mais ici, c'était pour vraiment les personnes qui travaillent ici, qui veulent mieux s'intégrer et puis qui veulent avancer. Je ne sais pas s'il faut dire si c'est facile. Il faut dire que ce n'est pas évident pour vous de travailler, de trouver un emploi comme infirmier si vous venez au Canada ou sage-femme. Vous allez trouver des emplois qui sont peut-être liés à la profession, qui sont dans le domaine de la santé. Mais si vous venez au Canada comme infirmier, il va vous falloir étudier au Canada pour devenir infirmier au Canada. Donc, on ne peut pas juste quitter la Côte d'Ivoire comme infirmier et puis travailler comme infirmier ici au Canada. Il va falloir faire des cours pour redevenir infirmier. C'est la même chose aussi pour les sages-femmes. Ça, c'était la première question. Bonjour, voilà ma question est la suivante. Si on a commis une erreur lors du remplissage du formulaire de la visite exploratoire, est-ce qu'on peut faire une autre demande et la renvoyer à nouveau? C'est une question d'immigration encore. Si vous avez commis une erreur et puis vous l'envoyez, je sais que quand les demandes, si vous assistez à l'atelier du jeudi, vous allez avoir plus de réponses parce que ça, c'est vraiment sur l'immigration. Mais si vous avez rempli votre formulaire, vous l'avez déjà envoyé, il est parti, il va falloir que vous attendez. Et ça fait une année d'abord avant qu'on puisse réappliquer. Quand vous appliquez déjà une fois, ça vous prend une autre année encore avant que vous puissiez réappliquer. Mais je sais qu'il y a la personne qui va faire la présentation le jeudi pourra donner plus de détails sur cette question-là. Et puis, quels sont les sports les plus populaires? La question est partie. On peut avoir un contact de travail qui nous aide d'avoir une invitation. Non, on ne donne pas de contrat de travail. Je ne peux pas donner de contrat de travail. Il y a souvent des employeurs qui vont recruter à l'international et puis si eux vous recrutent, en ce moment, ils vous donnent un contrat de travail. Mais nous, le CDM ne donne pas des contrats de travail aux gens. On dit, bonjour, dans ce cas, comment se passent les évaluations au travail? Ben, les évaluations se font généralement en personne. Donc, l'employeur ou votre superviseur va vous rencontrer. Il y a un certain nombre de questions qu'il a. Il va répondre à ces questions-là ensemble avec vous. Généralement, dépendamment de l'entreprise, comme je vous donnais l'exemple du CDM, on a déjà notre barème d'évaluation, on a toutes les questions. Le superviseur va répondre à ces questions-là parce que c'est sa perception. Et puis ensuite, il va discuter les questions avec l'employé. Maintenant, l'employeur peut ne pas être d'accord avec l'évaluation, l'employeur peut justifier certains points, mais à la fin, on s'entend sur qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine année ou bien pour la prochaine période d'évaluation. C'est un peu comme ça que les évaluations se passent. Il y a aussi, dépendamment des employeurs, il y a des employeurs, c'est au fur et à mesure que vous avancez qu'ils vont vous dire, qu'ils vont faire des critiques, ils vont demander qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et puis jusqu'à la fin, l'évaluation, il n'y a pas vraiment de surprise parce qu'on s'est déjà parlé durant l'année. Je pense que c'était ça. Et puis là, je pense que j'ai perdu une question que j'avais. Je suis ici, je pense que la question se me un peu. Quels sont les sites qui recrutent à l'international? Est-ce que Manitoba compte organiser des foires de recrutement virtuel? Oui, on a une foire d'emploi virtuelle qui va avoir lieu, je pense, le 2 février. Si vous êtes sur notre page Facebook, vous allez le voir parce qu'on va mettre toute l'information là-bas. C'est une foire d'emploi. Vous pouvez assister à la foire d'emploi. Vous allez vous inscrire. Vous assistez à la foire. S'il y a un employeur qui est intéressé à votre profil, il peut vous recruter directement de l'international.
Donc, c'est un peu ça. Mais là encore, ça dépend vraiment. Mais c'est juste que même avoir un emploi, ça ne vous donne pas automatiquement le visa pour venir au Canada parce que c'est toute une procédure. Est-ce que c'est facile de trouver du travail pour la CNPRH? Ben, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, de c'est quoi votre niveau d'anglais. Et puis, il faut savoir que les postes comme directrice ou bien direction de ressources humaines, il faut avoir peut-être une expérience de travail d'abord au Canada. Et puis, c'est avec cette expérience de travail-là maintenant que vous allez devenir directeur des ressources humaines. Mais il y a dans les ressources humaines, il y a beaucoup d'emplois qui sont rattachés. Donc, il y a d'autres emplois qui pourraient vous intéresser, avec lesquels, si vous avez cet emploi, et puis ensuite, vous allez gravir les échelons jusqu'à devenir directrice ou directeur de ressources humaines. Comment est le marché du travail pour les métiers réglementés? Ben, c'est un marché du travail un peu plus complexe par rapport à si vous cherchez un emploi de façon générale, évidemment, c'est plus difficile, mais pour les professions réglementées, il y a des ordres ici. Donc, il faut rencontrer ces ordres-là et puis ils vont vous dire c'est quoi le processus pour redevenir ingénieur comme ingénieur civil. Mais il y a, les autres sont là et puis ils sont prêts à rencontrer les immigrants et puis leur expliquer le processus. Je dois monter. On dit bonjour Salimata, le Manitoba est à prédominance anglophone. Je l'ai bien compris, le français est un plus. Ma question est quel niveau d'anglais nous permet de travailler et d'obtenir le premier emploi au Manitoba? Ça dépend encore de l'emploi que vous recherchez. Il y a des gens, par exemple, qui ont un niveau d'anglais 2. On a ici un système de langue qu'ils appellent le benchmark. Donc, le benchmark, quand vous arrivez ici, vous allez faire une évaluation en anglais et puis vous dites c'est quoi votre benchmark. Donc, le benchmark, c'est vraiment le niveau d'anglais. Donc, il y a des gens, le plus faible, c'est souvent 1 ou 2. Il y a des gens qui vont trouver un emploi. Ça dépend de ce que vous cherchez comme emploi. Il y a d'autres emplois, par exemple, qui vont demander 5. Mais je sais qu'une personne qui a 7 en anglais, généralement, est capable de trouver n'importe quel emploi. Parce qu'avec le niveau 7, c'est une personne qui comprend très bien, qui parle bien. C'est sûr qu'il y a des mots qui manquent, mais qui peut clairement s'exprimer, qui peut clairement faire passer un message. Mais ce que je vois généralement, avec le niveau 5, les gens s'en sortent pas mal, en tout cas, pour trouver un emploi. Est-ce qu'il est possible de progresser professionnellement? OK. Ça, c'est là. Ça, j'ai répondu. Est-ce qu'il est possible de progresser professionnellement parlant avec les diplômes obtenus hors Canada, par exemple en Afrique, où il faut nécessairement avoir un diplôme canadien? Une fois encore, ça dépend de ce que vous recherchez comme emploi. Il y a des gens il faut savoir qu'au Canada, ce n'est pas forcément vos diplômes qui vont compter, hein, mais c'est qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à l'entreprise. Donc, souvent, on va vous embaucher. Comme vous voyez, par exemple, des personnes qui ont des maîtrises, qui travaillent comme assistant administratif, c'est clair qu'on n'a pas besoin d'une maîtrise pour devenir assistant administratif. Mais c'est vraiment la porte d'entrée. Donc, généralement, quand les gens arrivent au Canada, ils cherchent surtout un poste d'entrée de marché. Et puis, quand vous avez ce poste-là, vous pouvez ensuite chercher d'autres opportunités. Mais je peux vous dire que l'anglais compte beaucoup. Et puis, dépendamment aussi de ce que vous cherchez comme emploi, vous devez retourner à l'école. Donc, ça dépend vraiment. Mais je ne pourrais pas vous dire s'il faut forcément retourner à l'école. Moi, je n'ai pas commencé à travailler avec un diplôme canadien. Je travaille avec ma maîtresse de la Côte d'Ivoire. Mais ensuite, j'ai pris des cours, j'ai fait des études ici aussi. Mais je pense, ce n'est pas ce qui m'a donné mon emploi. J'ai travaillé d'abord avant, ensuite de me performer. J'ai moi-même décidé de retourner à l'école pour faire des diplômes. Et puis, ça n'avait vraiment rien à voir avec ce que j'ai étudié. Donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous cherchez comme emploi. Bonjour, comment est le marché du travail pour les métiers réglementés? J'ai déjà répondu. Ben, le marché du travail pour les métiers réglementés, comme je viens juste de l'expliquer, il faut que vous rencontrez les autres et puis qu'ils vous disent c'est quoi la procédure pour devenir, comme pour avoir la certification avant de travailler dans ce domaine-là. Quelles sont les dispositions? J'arrive. C'est comme les questions passent plus vite. Il y a tellement de questions, ça passe vite.
Combien de temps faut-il attendre avant de se lancer à la recherche d'emploi quand on est nouvel arrivant? Est-ce qu'il faut se jeter dans le bain directement dès l'arrivée ou bien il faut se donner un temps d'adaptabilité? Il faut commencer à chercher l'emploi avant même d'arriver au Canada. Vous allez voir que si vous êtes immigrant, que vous passez, immigrant francophone en tout cas, on a un programme qui s'appelle le pré-départ. Donc, c'est un programme qui vous aide avant même que vous arriviez au Canada. Donc, si par exemple, vous passez par le programme PCM, le programme des provinces, que vous passez par le CDM, vous allez faire la visite exploratoire, on va vous expliquer déjà ces programmes-là. Donc, dès que vous avez votre résidence, vous allez entrer en contact avec nous. On commence déjà même à vous donner de l'information sur le marché du travail. Au Manitoba, on a rencontré des personnes qui avaient déjà même contacté des employeurs avant d'arriver ici au Canada. Donc, vous pouvez le commencer aussitôt. Il y a des gens qui disent, ben, j'arrive, je trouve un appartement, je commence à chercher un emploi. Et puis, la réalité, ça dépend de qu'est-ce qu'on a comme ressources financières. Si j'ai prévu de ne pas travailler pour 1 an, évidemment que je n'ai pas besoin de l'emploi. Mais le plus tôt que vous pouvez vous lancer sur le marché du travail. Merci pour la... OK, la question est passée. Existe-t-il un service de coaching qui aide à mieux cibler un emploi selon nos compétences pour les nouveaux arrivants? Oui, on a beaucoup d'organismes ici qui sont dans l'employabilité. Même le CDM est dans l'employabilité. On a des conseillers et conseillères en emploi qui vous prennent en charge dès que vous nous contactez. Ils vont vous aider à faire votre CV, s'assurer que le CV est présenté selon le modèle canadien parce qu'il y a différentes sortes de CV. Hein. Le CV n'est pas forcément... Il y a des pays où il faut avoir une photo sur le CV. Au Canada, on n'a pas besoin de photo. Donc, on le présente selon le format canadien déjà pour vous. On vous fait même des sessions d'entraînement à faire un entretien d'embauche au Canada. Et puis, on vous prépare vraiment à trouver un emploi. Et puis, on a ce service-là ici au CDM. Bonsoir. Comment se passe généralement un test d'embauche, oral ou bien écrit? Une fois de plus, ça dépend de l'emploi. Ben là, par exemple, en ce moment, la plupart des entretiens d'embauche se font en ligne là, à travers Zoom. Moi, je fais tous les entretiens avec les personnes que j'embauche à travers Zoom, mais ça, c'est justement à cause de la situation de COVID. Sinon, généralement, on invite les personnes, on les rencontre dans les bureaux et puis on fait un entretien, un peu comme l'entretien ordinaire qu'on fait un peu partout. Maintenant, souvent, il peut y avoir des tests écrits. Là, on vous demande les tests. Les tests peuvent être faits sur le lieu du travail ou chez vous. Donc, ça dépend. Par exemple, si vous travaillez dans un centre d'appel, ils vont généralement vous envoyer un pré-test. Donc, le test, vous le faites d'abord chez vous pour qu'ils voient votre aptitude à combien de mots vous pouvez taper sur l'ordinateur, ce genre de choses, avant maintenant de faire l'entretien oral. Donc, c'est un peu ça. Je descends. Est-ce que l'anglais peut être un frein dans la recherche d'emploi? Oui, l'anglais peut être un frein dans la recherche d'emploi au Manitoba. C'est pourquoi on a des organismes comme le CDM qui vous aident à trouver l'emploi. Mais quand je dis que ça peut être un frein, ça dépend une fois de plus de l'emploi. Il y a des sites, par exemple, je vais chercher un emploi dans un magasin où c'est juste pour ranger les choses. Je parle à personne, donc je n'ai pas forcément besoin de parler en anglais. Je viens le matin, je range mes produits et puis je rentre chez moi. Mais si je veux chercher un emploi où je veux, je ne sais pas, enseigner ou quelque chose, où j'ai besoin de parler en anglais, ou même un emploi de réceptionniste, il faut que je parle en anglais. En ce moment, l'anglais pourrait être un handicap. Mais la chose dont je peux vous assurer, l'anglais, c'est vraiment, on l'apprend très vite au Manitoba. Ils disent qu'on le prend comme le rhume ici parce que tout le monde parle anglais. Et puis, quand on n'a pas le choix, on apprend plus vite. Et puis, au Manitoba, vous n'avez pas le choix que de parler en anglais. Donc, vous allez apprendre très vite. En plus de ça, il y a des cours d'anglais gratuits pour les immigrants. Donc, tout ça, ça vous aide à améliorer votre anglais. Mais la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est de travailler. Si on travaille, on est obligé, on parle en anglais et puis on s'améliore plus vite. Je repose la question. La communication est indirecte, mais peut-on reformuler une réponse? Je comprends que afin de comprendre de manière directe. Oui, absolument, absolument. Vous pouvez reformuler votre question ou la réponse. Comme je dis toujours, c'est comme pendant l'entretien d'embauche. Si on vous pose une question dont vous n'êtes pas vraiment sûr, vous avez le droit de demander à l'employeur de mieux expliquer la question ou bien de dire, ben voilà ce que moi j'ai compris. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire? Vous pouvez faire ça aussi, c'est pour vous assurer que vous comprenez bien ce qu'on vous demande. Est-ce que ça dit qu'en étant francophone, l'on ne peut pas travailler au Manitoba? Non, c'est pas ce que j'ai dit. On peut travailler au Manitoba en tant que francophone. La preuve, moi, je travaille au CDM, c'est francophone, mais c'est dit juste que le Manitoba, les entreprises, c'est à 90% anglophone.
Mais il y a des emplois en français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'emploi en français. Mais même dans les emplois en français, vous êtes obligé de parler en anglais parce que la plupart des partenaires avec lesquels vous parlez sont anglophones. Donc, vous êtes obligé de parler en anglais. Mais comme je le dis, c'est vraiment étape par étape. Hein. Il n'y a personne qui arrive au Manitoba qui parle seulement le français ou bien une autre langue, qui l'apprend du jour au lendemain. Mais c'est seulement en travaillant, en étant dans le milieu que vous allez apprendre. Le coût de vie au Manitoba est-il abordable, maison, fourniture, etc. C'est vraiment relatif. Hein, je ne sais pas quoi dire. C'est relatif. Il faut comparer. Si je veux comparer le Manitoba à Toronto, évidemment, le Manitoba est très moins cher comparé à Toronto. Mais donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce que je mets en compte pour comparer. On le compare toujours à une autre province, mais je peux dire que c'est sûr que le Manitoba fait partie de l'une des provinces les moins chères. C'est l'une des provinces où les immigrants arrivent facilement à payer une maison. C'est l'une des provinces où le coût de la vie est moins cher. Mais une fois de plus, c'est relatif. Hein. Les commerciaux étrangers de formation trouvent généralement de l'emploi. Quelles sont les contraintes? Un commercial, comme je dis, la plupart des emplois de commerciaux sont en anglais. Donc, si la personne parle très bien anglais, c'est sûr qu'elle va facilement trouver un emploi. Mais aussi, on a les centres d'appel ici qui vous aident, qui aident les commerciaux d'abord à faire leur première expérience de travail et puis ensuite à chercher des emplois dans leur domaine. Ce que vous devez retenir, ce n'est pas toujours évident quand on arrive au Manitoba d'avoir un emploi directement dans son domaine. Ça n'arrive pas toujours. Ça arrive, mais c'est très rare. On a toujours, on prend quelque chose qui est généralement comme un tremplin et puis on essaie d'évoluer. C'est ça. Est-ce que les services du CDM sont gratuits? Tous les services du CDM sont gratuits. Que ce soit en immigration, en employabilité, tous les services du CDM sont complètement gratuits. Est-il plus simple et rentable de chercher un emploi dans le domaine du IT ou du transport routier? Ben, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, rentable, est-ce que vous voulez dire si ça paye mieux, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais il y a des emplois dans tous les domaines, comme si vous partez sur Indeed.ca par exemple, INDEED.ca, vous allez voir, vous cherchez par exemple dans les IT, vous allez mettre emploi IT au Manitoba, vous allez voir toutes les offres d'emploi. Ça va vous donner une meilleure visibilité de genre d'emploi qu'on a. Est-ce que faire les certifications pour exercer dans un métier réglementaire au Canada peut prendre le même temps que celui de reprendre les études à zéro? Pas toujours, souvent, mais pas toujours. J'ai vu des personnes, par exemple, je donne l'exemple d'un dentiste, une dentiste qui est arrivée ici, et puis elle avait travaillé comme pendant 7 ans avant de venir ici. Elle venait de Haïti, je crois bien. Et puis elle, ça lui a pris 2 ans pour refaire tout sa certification. Il y a quelques cours qu'elle devait prendre. Mais elle, par exemple, elle parlait très bien en anglais, donc c'était plus facile. Mais il y a eu quelques cours. Elle n'est pas allée faire 6 années d'études pour devenir dentiste. Donc, ça dépend vraiment du métier. Mais je vois souvent que ceux qui veulent le faire arrivent à le faire. Mais il y a beaucoup, la plupart ne le font pas à temps plein parce qu'ils travaillent en même temps ils veulent faire leur certification. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Merci pour la présentation. Est-il possible de décrocher un emploi tout en étant en dehors du Canada? La référence canadienne est-elle obligatoire? Oui, vous pouvez décrocher un emploi en étant en dehors du Canada. Ce n'est pas toujours évident, mais il y a des personnes qui arrivent à le faire. La référence canadienne n'est pas obligatoire. Si l'employeur est un employeur qui est habitué à embaucher à l'international, il ne va pas s'attendre à une référence canadienne. Comment négocier son salaire pour un nouvel arrivant? La meilleure façon pour négocier son salaire, c'est de vraiment s'informer sur l'industrie dans laquelle vous allez travailler. Si je veux travailler dans les ressources humaines, je vais essayer de voir c'est quoi les salaires. Et puis avec Google, c'est quoi les salaires, par exemple, dans l'industrie des ressources humaines au Manitoba. Ils vont vous donner des tranches de salaire. Comme ça, vous avez une meilleure idée de combien les postes payent au Manitoba. Et puis, si vous pouvez négocier votre salaire dans ce sens-là. Si vous savez déjà ce qui est payé pour ce poste-là. Mais il y a des gens qui arrivent et puis vont dire, ben moi, je m'aligne sur ce que l'employeur offre. Moi, je conseille toujours aux gens de savoir d'abord qu'est-ce qu'on offre avant de partir à l'entretien. Qu'est-ce qui est généralement offert dans ce domaine-là avant de partir. Comme ça vous donne plus de chances de mieux négocier votre salaire. S'il vous plaît, conseillez-vous à un immigrant qui cherche à syndiquer d'aide directe ou indirecte en communication?
Ben, moi, je conseille aux gens de s'adapter au mieux à la culture canadienne. Comme moi, je suis pas, j'arrive pas encore à faire le style indirect parce que je viens d'une culture assez directe. Donc, je suis pas vraiment bonne à ça, mais j'ai un emploi. Je sais pas si ça marche toujours, mais on veut pas en même temps que les gens commencent à se dénaturer. On peut avoir fait une communication directe en restant poli. C'est pas parce qu'on a une communication directe qu'on devient arrogant. On peut rester respectueux, professionnel en ayant une communication directe. Et puis, il faut savoir qu'aussi, les Canadiens, l'immigration, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de la place. Je pense que les Canadiens aussi commencent à s'habituer au fait que les cultures sont différentes et qu'on ne perçoit pas. De moins en moins, les Canadiens pensent que croiser les bras, ça veut dire qu'on n'écoute pas, de moins en moins. Donc, ils apprennent aussi de la culture, des différentes cultures, et puis ils essaient eux aussi de s'intégrer, de nous intégrer, et puis d'accepter que nos cultures sont différentes, que la culture qu'ils ont est différente de celle qui vient d'ailleurs. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Mais quand on peut, comme on appelle, du mieux que vous pouvez vous accommoder, ça vous donne plus de chances à mieux communiquer. Parce que si tu ne parles pas forcément de la même façon qu'une personne, elle pourrait ne pas percevoir ton message. Mais il y a une personne qui avait dit, est-ce que ce serait bien de reformuler ces questions, ces réponses? Ça, c'est quelque chose qui marche bien. Si vous n'êtes pas sûr du ton que vous devez utiliser, c'est essayer de reformuler pour s'assurer que la personne comprend ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il existe des zones appropriées permettant aux nouveaux arrivants de socialiser facilement? Oui, quand vous allez arriver, si vous allez voir, il y a des centres d'établissement qui aident à l'établissement. On a l'accueil francophone qui vous aide à vous établir ici. On a le CDM qui vous aide à trouver un emploi. Donc, il y a les cours d'anglais. Vous allez à Manitoba, ça vous prenez des cours d'anglais. Et puis, vous allez voir que ça vous aide aussi. Les cours d'anglais, ça vous permet de faire des nouvelles relations avec des personnes et puis ça vous aide à trouver un emploi et puis à mieux vous intégrer. Merci. Je voudrais savoir, est-ce facile de trouver l'emploi dans le secteur bancaire? Comme j'ai déjà dit que dans tous les domaines, il y a de l'emploi au Manitoba. Et puis au Canada en général. La seule chose, si vous venez au Manitoba, la seule chose qu'il faut prendre en considération, c'est l'anglais. Le plus grand défi que les immigrants ont, honnêtement, c'est l'anglais. Donc, si vous avez l'anglais, évidemment, vous avez plus de chances. Maintenant, si c'est un poste qui est bilingue aussi, votre français va être un plus et puis ça va vous donner plus de chance. Mais je ne veux pas commencer à faire croire aux gens que si tu parles français et que tu parles zéro anglais, que tu vas t'en sortir au Manitoba. Ça peut arriver, mais ça prend un peu plus de temps. Quelle est la fréquence du paiement des salaires, loyers? Ici, on reçoit le salaire. Ben, au Canada, la plupart des employeurs vont payer 2 fois le mois ou chaque 2 semaines. Donc, c'est un peu comme ça. Il y a des employeurs même qui payent chaque semaine, mais les loyers, c'est mensuel. Donc, le loyer, c'est par mois. Okay. Quel niveau de compétence de langue les migrants doivent-ils atteindre? Comme je dis, le maximum du benchmark ici, c'est le niveau 8. Et puis le niveau 8, je peux vous assurer qu'on l'atteint vraiment rapidement. Si vous prenez des cours d'anglais à temps plein en 1 année, 2 années, vous allez avoir le niveau 8. Et puis souvent, je dis aux gens, il ne faut pas vraiment se focaliser sur le niveau qu'on vous donne là. C'est un test, donc on peut bien performer ce jour. Ça ne veut pas dire qu'on parle ou mal performer, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas bien anglais. Mais les gens vont pas, aucun employeur va vous demander c'est quoi votre benchmark avant de vous embaucher. Non. La façon dont vous exprimez, c'est sur cette façon-là qu'il va se baser pour vous embaucher. C'est pas que vous allez venir faire un entretien et puis l'employeur va dire ben, c'est quoi ton benchmark en anglais? Non. Il vous pose des questions et puis il pourra déterminer si vous pouvez oui ou non faire l'emploi. Je pense que j'ai répondu. Est-ce que les droits de l'homme est respecté dans le milieu du travail au Canada? Oui, absolument. Le Canada, c'est l'un des pays qui a les plus grandes valeurs des droits de la personne. Et puis, pour vous juste dire, à Winnipeg, ici, on a le musée des droits de la personne. Donc, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Quelles sont les chances de trouver un emploi dans le domaine de l'enseignement pour les nouveaux arrivants?
Ça, c'est une bonne question. On a une division scolaire francophone ici qui s'appelle la division scolaire franco-manitobaine, la DSFM. Et puis, ils sont toujours à la recherche d'enseignants. Et puis, on a même un organisme ici qui aide les personnes, les enseignants, à prendre des cours ou à se mettre à jour de sorte qu'ils puissent travailler avec la DSFM, qui est comment on appelle ça, la division francophone. Donc, oui, il y a de l'emploi dans ce domaine-là. Mais ils vont toujours faire le test pour voir c'est quoi votre domaine. Il y a d'autres aptitudes que vous devez voir parce que la façon d'enseigner d'un pays, c'est différent de la façon d'enseigner au Canada. Et puis, c'est vraiment pour tous les pays. Mais je connais des personnes qui ont eu des postes d'enseignants, je connais 2 personnes qui venaient de la Tunisie et puis qui ont eu des postes d'enseignants quelques mois après être arrivés au Canada. Donc, oui, c'est possible. Quel est le pourcentage de la population française dans le Manitoba? Ça, c'est une bonne question. OK, c'est bien. Heureusement que j'ai ma collègue ici. Donc, le pourcentage de la population française, c'est 9%. Donc, comme j'avais raison, il dit que la population a 90% anglophone. Donc, c'est ça, 9%. Julie, merci. OK. Il y a quelqu'un qui me demandait le salaire minimum. Le salaire minimum au Manitoba, parce que le salaire minimum, c'est différent d'une province à l'autre. Il faut savoir qu'ici au Canada, les provinces sont comme des différents pays, plus ou moins. Donc, chacun a vraiment certaines règles. Ici, je pense qu'on a 11,70. OK, 11,95 de l'heure, c'est le salaire minimum. Est-ce que les entreprises canadiennes ont une culture de télétravail? Oui, en ce moment, on fait du télétravail. Même moi, je travaille de la maison. Tous mes collègues et moi, on travaille de la maison. Et puis, à ce point-ci, les gens n'ont pas vraiment le choix d'adopter cette façon. Au Manitoba, c'était un peu plus lent dans les métropoles comme Toronto et autres. Là, les gens font beaucoup de travail de chez eux. Mais au Manitoba, on ne l'avait pas forcément, mais ça commence à venir. On n'a pas d'autre choix. Les gens travaillent de la maison. On fait du télétravail. Bonsoir, s'il vous plaît, comment accéder au domaine de l'enseignement supérieur? J'étais enseignante à l'Université en sciences de l'information et de la communication. C'est quoi les compétences nécessaires? Il faut savoir que pour enseigner ici même d'abord, il faut avoir une certification. Donc, il faut avoir une certification d'enseignant du Manitoba. Donc, c'est... Attends. Oh, enseignante à l'université. À l'université, vous n'allez pas forcément être professeur, mais vous pouvez être chargé de cours. On a des chargés de cours. Si vous avez un domaine dans lequel vous avez fait vos études, vous avez de l'expérience dedans, vous pouvez devenir chargé de cours. Vous n'êtes pas forcément professeur, mais un chargé de cours. Par exemple, on a l'université de Saint-Boniface, qui est la seule université francophone ici. Et puis, ils ont souvent beaucoup de chargés de cours qui ne sont pas forcément des professeurs. Donc, oui, vous pouvez trouver des emplois. C'est juste voir si vous voyez des postes avec l'université de Saint-Boniface, vous postulez. C'est sûr que les personnes qui sont professeurs ici vont être privilégiées, mais ils sont toujours à la recherche, donc ça dépend, vous pouvez toujours trouver un emploi. Combien d'heures de travail au Manitoba? Ben, après 35 heures, on parle 35 heures par semaine, on parle de temps plein, mais on a des emplois qui sont 37 heures et demie ou 40 heures par semaine. Donc, c'est vraiment du 8 heures par jour. Quels sont les critères canadiens qu'un CV devrait respecter? Ça, c'est vraiment tout un atelier que je pourrais donner sur le CV. Il y a les seules choses, les choses peut-être qui sont, dépendamment des cultures, c'est qu'on ne va pas avoir une photo, on ne va pas avoir votre âge, on ne saura pas si vous êtes une femme ou un homme, on ne saura pas si vous avez des enfants ou pas, on ne saura pas si vous êtes marié, divorcé. Ça, c'est vraiment pas, c'est des choses que vous n'allez jamais voir dans le CV canadien. Mais quant à la disposition, ça, c'est vraiment tout un atelier là. Je ne pourrais pas forcément définir toutes les choses qu'il faut avoir dans un CV canadien, mais les choses qu'il ne faut pas avoir, c'est des choses comme l'âge, le sexe, la situation matrimoniale. Bonsoir. Est-ce qu'on peut suivre des études tout en exerçant un travail? Oui. Moi, je vais à l'école, je le disais. On peut facilement aller à l'école, dépendamment de comment vous vous organisez. Si vous travaillez de 9 h à 17 h, il y a beaucoup de cours qui sont donnés en ligne, donc vous pouvez aller à l'école et puis travailler en même temps. Moi, je suis enseignante, j'enseigne espagnol, le français, je parle l'anglais, mais pas couramment. Pensez que je
pensez-vous que je pourrais m'intégrer dans le secteur d'enseignement Manitoba? Oui, je le crois, parce qu'ils cherchent toujours des enseignants de français ou d'espagnol. L'Université de Saint-Boniface en cherche toujours. Il y a même des cours pour les adultes, pour les personnes anglophones qui apprennent le français. Eux aussi cherchent toujours des personnes dans ce domaine-là. Mais comme je dis, vous n'allez peut-être pas forcément avoir toujours un emploi à temps plein pour commencer, mais vous pouvez être chargé de cours. Ah. Il y a d'autres questions qui reviennent et puis je vois. Est-ce que bonjour, est-ce que l'âge est un frein dans une recherche d'emploi? Non. Vous allez voir des gens qui ont 60 ans qui vont postuler pour un emploi, qui vont l'avoir, tout comme des gens qui ont 20 ans qui vont l'avoir. Donc, l'âge n'est pas un frein. Et puis, justement, il n'y a pas l'âge sur votre CV. Donc, on ne sait même pas quel âge vous avez avant de vous appeler pour un entretien d'embauche. C'est justement une des raisons pour lesquelles au Canada, il n'y a pas d'âge sur le CV. Parce qu'on veut donner la chance à tout le monde, les mêmes chances à toutes les personnes. Donc, non, l'âge n'est pas un frein. C'est vos compétences ou votre attitude qui pourrait être un frein, mais pas l'âge. Ah. Est-ce que les nouveaux arrivants au Manitoba bénéficient des accompagnements sociaux? Je ne suis pas très sûre de ce que vous voulez dire. Si vous voulez dire, ben, comme je dis, il y a l'aide pour l'établissement. On va vous aider à trouver un appartement. On va vous aider à vous intégrer. On va vous aider à inscrire vos enfants dans les écoles. On va vous aider à trouver un emploi. Mais ça, on le fait. Et puis, c'est tous des services gratuits. Y a-t-il une différence entre le système social du Manitoba et la province du Québec? Oui. Comme je viens juste de dire, les provinces fonctionnent un peu comme des petits pays dans le même pays. Donc, le système social est différent au Québec et au Manitoba. Ne me demandez pas la différence, je ne suis pas très sûre, mais je sais que c'est deux choses différentes. Et puis, qu'en est-il de la sécurité? Ben, je pense que c'est assez sécuritaire ici. À votre avis, ça prend combien de temps pour maîtriser l'anglais pour un nouvel arrivant qui a déjà un niveau B1? Merci. Comme le temps que ça prend, ça dépend de chaque individu. Moi, je vois des gens qui arrivent ici et puis 6 mois après, ils parlent très bien l'anglais. Il y a des gens qui apprennent très facilement les langues. Il y en a pour qui la façon dont on parle l'anglais ou on apprend l'anglais, ça n'a rien à voir avec notre niveau d'intelligence. Il y a des gens seulement qui n'apprennent pas facilement les langues pendant qu'il y en a qui apprennent plus vite les langues. Donc, ça dépend. J'ai vu des gens après 3 mois qui parlent très bien en anglais. Il y a d'autres personnes après 1 an. Et puis, je sais que le niveau B1, vous pouvez quand même en 1 an, 6 mois, ça dépend vraiment. Et puis, si j'arrive au Canada, que je viens de la Côte d'Ivoire, que tous mes amis viennent de la Côte d'Ivoire, je ne vois que les gens de la Côte d'Ivoire, évidemment, on va parler juste français ou on va juste parler la langue qu'on parle chez nous. Mais si j'ai d'autres personnes qui parlent anglais, je n'ai pas d'autre choix que de parler en anglais avec eux. Donc, plus vous vous exposez, mieux vous apprenez. La population parle un français canadien. Est-ce que le français de France est facilement compris? Oui, les Canadiens comprennent le français de France. Est-ce que le salaire minimum suffira pour le loyer et autres nécessités? Ben, généralement, oui, dépendamment de la taille de la famille et puis dépendamment de comment est-ce que vous voulez vivre. Donc, si j'ai le salaire minimum que je vais aller acheter une BMW, je ne sais pas si je vais bien vivre. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous voulez vivre. Par rapport à la culture RH au Manitoba, le chercheur d'emploi, est-ce qu'il pourra négocier la rémunération et les conditions du contrat? Oui, vous pouvez toujours négocier votre rémunération. Et puis ça, c'est une chose même qu'on remarque avec les immigrants. Les immigrants ne vont jamais négocier leur salaire. Ils négocient rarement leur salaire simplement parce qu'on a été tellement bombardé d'idées préconçues comme quoi non, tu prends ce qu'on te donne. Non, mais si vous avez confiance en ce que vous pouvez apporter à la compagnie, vous pouvez négocier votre salaire. Si vous travaillez dans des organismes à but non lucratif, ça, les budgets sont déjà faits. Ils savent déjà combien ils peuvent payer pour les salaires.
Comme quand moi, je fais un entretien avec une personne, je sais déjà combien je peux payer pour la personne, pour le salaire. Donc, si, même si la personne me dit, ben, je ne sais pas, je veux 50 000 l'année, que moi, c'est 40 000 seulement, je ne peux pas faire plus que ça. Il n'y a pas forcément de négociation. Je veux dire, la marge de négociation est vraiment petite quand c'est pour des compagnies comme qui sont à but non lucratif parce qu'ils dépendent vraiment des différents financements. Donc, les salaires sont connus d'avance. Quoi d'autre? Par le salaire, quels sont les avantages qu'on peut avoir? Ben, vous avez tous les avantages sociaux, vous avez des assurances maladie, mais généralement, c'est après 3 mois que vous les avez avec l'employeur. Vous allez faire votre période de probation de 3 mois. Et puis, si c'est concluant, c'est là que vous pouvez avoir tous ces bénéfices-là. Mais il y a des employeurs qui peuvent vous les donner avant, dépendamment vraiment de votre profil. Hein. Si je comprends bien, être bilingue facilite votre intégration. Absolument. Être bilingue, c'est un gros plus dans votre intégration. Les immigrants francophones sont-ils embauchés dans des entreprises à prédominance francophone? Pas toujours. Comme vous venez de le voir, il y a juste 9% de la population qui parle français. Donc, ça veut dire que la plupart des entreprises sont plutôt anglophones. Mais une fois, je dis, si en fonction de l'emploi, ce n'est pas forcément votre niveau d'anglais, les employeurs ne vont pas toujours regarder votre niveau d'anglais. C'est vraiment votre détermination. On a déjà vu des gens qui vont à l'entretien, qui ne peuvent même pas bien s'exprimer en anglais, mais qui font l'effort, qui cherchent. Et puis, comme je dis, si on n'est pas en train de vous embaucher pour un poste d'enseignant en anglais, l'anglais ne va pas forcément compter. C'est toujours un plus, mais il y a des emplois où ce n'est pas vraiment comment vous parlez en anglais qui compte. C'est ça. Quelles sont les dispositions existantes au Canada pour aider les nouveaux arrivants à trouver le travail? Comme je vous ai dit, on a des organismes comme le CEDEM, on a Manitoba Stade, on a plusieurs organismes qui vous aident à trouver un emploi, donc qui vous accompagnent dans la recherche d'emploi. Comme par exemple le service d'employabilité au CEDEM. Ils vont faire votre CV, ils vont vous entraîner à faire l'entretien d'embauche. Ils vont même envoyer votre CV chez des employeurs parce qu'on travaille avec de nombreux employeurs et puis on envoie votre CV en fonction de vos compétences à ces employeurs-là. Et puis, généralement, quand ils ont des postes, les employeurs nous contactent, on a des postes, on regarde le profil. Si vous avez un profil qui match avec un profil, je veux dire, qui correspond à ce que l'employeur recherche, on peut toujours envoyer votre CV. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Yeah, c'est bon? Yeah. Yeah. Je vois une très bonne question ici. Y a-t-il des opportunités de trouver un travail hors de Winnipeg? Oui, il y a beaucoup d'opportunités de trouver des emplois. Je pense que maintenant, il y a beaucoup d'emplois hors de Winnipeg. C'est sûr que tout le monde pense que le Manitoba se limite à Winnipeg, mais on a beaucoup d'autres communautés hors de Winnipeg qui sont souvent à 10 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure, où aussi il y a des emplois, où c'est plus facile de trouver un emploi, puisque tout le monde essaie de rester à Winnipeg alors qu'il y a des emplois hors de la ville de Winnipeg. Donc, oui, vous pouvez toujours trouver un emploi. Est-ce qu'il y a une prise en charge pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi? Non, pas forcément, parce que si vous venez ici comme résident permanent, là, comme avec le programme des provinces, ça sous-entend que vous avez les moyens financiers pour vous prendre en charge quand vous arrivez ici. Mais on va toujours vous aider. On fait le maximum qu'on peut pour vous aider à trouver un emploi. Mais on ne va pas commencer à vous donner de l'argent si vous n'avez pas d'emploi. C'est ça. Quelles sont les chances d'intégration pour quelqu'un qui a une formation professionnelle en environnement et développement durable et enseignant du secondaire? Ben, c'est sûr que les enseignants, c'est un peu plus facile que l'environnement et développement durable. Pas qu'il n'y a pas d'offre d'emploi dans ce domaine-là, mais il y a moins comparé au poste d'enseignant.
s'il vous plaît, en travaillant en tant que cadre dans une entreprise, est-ce qu'il y a un niveau de vie qu'on vous impose ou on peut choisir? Oui, vous pouvez toujours, oh, c'est pas important où est-ce que vous vivez ou comment le genre de voiture que vous roulez. Si vous êtes cadre au Manitoba, vous pouvez rouler la voiture que vous voulez, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Tant que ça rentre dans le code vestimentaire du travail, vous pouvez avoir la vie que vous choisissez d'avoir. Et puis ça, c'est la bonne chose au Canada. C'est juste qu'on n'a pas besoin de vivre une vie pour juste parce qu'on a un certain poste. Non. Donc, vous pouvez vivre la vie que vous voulez. Et puis là, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, sinon, on va terminer. Il y a quelqu'un qui demande, plus haut, j'ai demandé quel est le pourcentage. Là, le pourcentage de la population francophone au Manitoba est de 9%. C'est bon? Merci. Oui, merci à tout le monde. Yeah. Donc, c'est ça. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et puis, j'espère vous revoir tous jeudi. Si vous avez des questions sur l'immigration au Manitoba, parce que c'est là qu'on va vous donner la télé, ça va être le jeudi à 13h, heure de Winnipeg. Là, on pourra répondre plus à toutes les questions liées à l'immigration. Aujourd'hui, c'était vraiment pour parler d'employabilité. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai laissé mon courriel là. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez d'autres questions. Si vous allez sur notre page, si vous vous connectez sur notre page Facebook, vous allez voir toutes les informations sur tous les ateliers qu'on donne et puis aussi sur toute l'information sur l'immigration, l'employabilité au Manitoba. Vous pouvez voir aussi sur notre site web, cdm.com. Vous allez voir tous les conseillers en emploi. Et puis, si vous avez des questions liées à l'employabilité, vous pouvez les contacter directement. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Et puis, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous dis merci beaucoup d'avoir assisté à notre présentation. Et puis, je profite pour dire bonne semaine de l'immigration francophone, parce que comme vous le savez, c'est vrai, c'est dans le cadre de la semaine de l'immigration francophone qu'on donne ces ateliers-là. Donc, la francophonie est célébrée au Canada, au Manitoba en particulier. Et puis, on a hâte que vous fassiez tous partie de cette communauté. C'est une communauté très vibrante. C'est sûr qu'on n'est pas nombreux, mais c'est une communauté qui bouge. Merci beaucoup à vous et puis passez une bonne soirée. Je sais qu'il y a des gens où c'est très tard, mais en tout cas, dormez bien et puis on se parle jeudi. On aura une personne ici qui travaille à la province du Manitoba et puis qui va vous donner beaucoup plus d'informations sur l'immigration au Manitoba. Merci.